On va aborder dans cette vidéo la production de magma à l'origine des roches de la croûte océanique. On va d'abord commencer par définir ce qu'est un magma. Un magma, c'est un matériau fondu de température élevée. Son refroidissement va permettre la formation de roches dites magmatiques et qui vont composer ensuite la croûte. Dans notre cas, on va montrer que les roches de la croûte océanique proviennent d'un magma qui s'est formé au niveau des dorsales grâce à la fusion de péridotites présentes dans le manteau. Alors, quand on pense à fusion, on pense tout de suite à chaleur. Ici, on va s'intéresser à cette carte mondiale du flux géothermique à gauche. Elle représente la quantité d'énergie qui est dégagée justement sous forme de chaleur par la surface terrestre. Et on remarque que dans les océans, ce flux est très élevé au niveau des dorsales, bien plus d'ailleurs qu'au niveau des plaines abyssales. Le graphique qui est à côté de la carte montre la même chose. Alors ça pose une première question, c'est de savoir pourquoi le flux de chaleur est-il plus élevé au niveau des dorsales. Dans cette diapositive, on va s'intéresser dans un premier temps à l'évolution de la température en fonction de la profondeur, qu'on appelle géotherme, sous une dorsale, mais également sous une plaine abyssale. La courbe qui concerne le géotherme de dorsale est en pointillé, la courbe qui concerne le géotherme de plaine abyssale est ici en trait plein. On voit tout de suite que sous une dorsale, les conditions de température ne sont pas les mêmes que celles que l'on rencontre sous les plaines abyssales. Alors justement, pour aider un petit peu à la lecture de ce document, de ce graphique, on va prendre une température repère. La température repère ici, c'est la température qui est d'environ 1200 degrés Celsius, 1300 degrés Celsius. Ici, on voit que sous une dorsale, cette température est présente à environ 20 km de profondeur. Quand on est au niveau des plaines abyssales, cette même température se rencontre à une profondeur plus importante de 80-90 km environ. Le fait que cette température de 1200 degrés Celsius soit très près de la surface sous une dorsale explique le fait que justement au niveau des dorsales, on ait un flux géothermique élevé. Cette température, elle n'a pas été choisie au hasard, parce qu'elle correspond en réalité à la limite entre la lithosphère et la sténosphère. Donc on peut dire que sous une dorsale, la sténosphère est plus proche de la surface que sous une plaine abyssale. Alors la question c'est comment se fait-il que l'on retrouve des roches de la sténosphère plus proches de la surface sous une dorsale que sous une plaine abyssale? La présence de ces roches de la sténosphère donc à de faibles profondeurs est la conséquence de leur remontée, qui est représentée ici par cette flèche-là. En remontant, ces roches vont être soumises à des pressions plus faibles, donc elles vont subir une décompression. Toutefois, en remontant, elles ne perdent pas de chaleur, leur température reste la même, elle ne diminue pas, elle reste constante. Donc pour résumer, on peut dire que la présence de péridotites de la sténosphère proche de la surface sous la dorsale est la raison qui fait que le flux géothermique au niveau d'une dorsale soit plus élevé. Alors ça pose encore une question, c'est si ces roches en fait sont près de la dorsale et si elles sont justement responsables d'un apport de chaleur, est-ce que ce sont ces roches qui vont fondre et qui vont donner naissance à un magma à l'origine des basaltes et de la croûte océanique, justement au niveau des dorsales? Pour répondre à cette question, on va s'intéresser à la composition justement de la péridotite, mais également du basalte de la croûte océanique. La composition des roches qui nous intéressent est décrite ici par la proportion en éléments majeurs communs. Il y en a 8, il y a l'oxygène, le silicium, l'aluminium, le magnésium, le fer, le calcium, le sodium et le potassium. On utilise ici, pour les besoins de travaux expérimentaux, on utilise ici la composition d'un basalte de la croûte océanique que l'on connaît. Et on va partir du principe suivant. La composition qui figure dans ce tableau reflète celle du magma dont il provient. Pour l'expérimentation qui a été menée en laboratoire, on utilise une péridotite dont la composition est elle aussi connue. Cette composition est similaire à celle d'une péridotite que l'on a dans la sténosphère. Dans l'expérimentation, cette péridotite est broyée, puis elle est chauffée afin de la faire fondre plus ou moins partiellement, ce qui est exprimé ici en
pourcentage. 5% de fusion, 15% de fusion, 20%, etc. jusqu'à 40%. À chaque fois qu'on fait fondre la péridotite, on obtient un liquide, et ce liquide fondu, on en établit la composition. Et on va donc ensuite comparer la composition de ce liquide à celle du basalte de la croûte océanique. On constate la chose suivante, c'est que la fusion d'une péridotite permet de produire des liquides dont la composition peut être à l'origine des basaltes de la croûte océanique. Pour cela, la fusion doit avoir un taux compris entre 5 et 20%. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire que toute la péridotite fonde pour cela. Alors ça amène une question nouvelle. Est-ce qu'il y a les conditions de température nécessaires sous les dorsales pour justement faire fondre partiellement la péridotite de la sténosphère? Dans cette diapositive, nous avons un nouveau diagramme, un nouveau graphique. La péridotite est une roche que l'on peut étudier en laboratoire et pour laquelle on a réussi à déterminer les conditions de température et de pression qui permettent justement sa fusion. Donc c'est le graphique qui est présenté ici. On y voit clairement trois zones, trois secteurs nommés A, B, C. Ces secteurs sont délimités par des droites notées S et L. La droite S est appelée solidus. Le solidus, en fait, ça correspond à l'ensemble des conditions de température et de pression minimales pour faire fondre la péridotite, pour commencer à la faire fondre. Si les conditions de pression et de température sont inférieures, alors la péridotite est entièrement solide et on est dans la zone A, dans le secteur A. Si les conditions de température et de pression sont égales ou supérieures à celles du solidus, alors la péridotite commence à fondre et on est dans la zone B. La droite, elle, est appelée liquidus. C'est l'ensemble des conditions de température et de pression qui sont minimales pour lesquelles la péridotite devient entièrement fondue. Et là, on est donc dans la zone C. Donc, pour qu'il y ait production de magma à partir de la fusion de péridotite au niveau des dorsales, il faut que les conditions de température et de pression le permettent. Mais la question c'est, est-ce que c'est le cas? On remet ici en fait le graphique que nous avons vu tout à l'heure, donc le géotherme de dorsale avec le géotherme de plaine abyssale. Et on va superposer ces deux graphiques. Voici. On voit alors rapidement que sous les dorsales, le géotherme va dépasser le solidus de la péridotite pour des profondeurs comprises entre 20 et 90 km, mais que ce géotherme de dorsale ne dépasse jamais le liquidus. Donc, sous les dorsales, sous la dorsale, la péridotite de la sténosphère peut fondre, mais elle peut fondre partiellement, elle ne fond jamais totalement. Si on devait faire un premier résumé de ce que l'on vient de voir, on a donc ici un ensemble de données, d'informations qui permettent d'argumenter le fait que la péridotite de la sténosphère se trouve sous la dorsale dans des conditions de température et de pression qui peuvent entraîner sa fusion partielle. Cela va ensuite permettre la production d'un magma de composition basaltique qui pourra être, après refroidissement, à l'origine des basaltes de la croûte océanique. Mais cela soulève à nouveau une question. Si la péridotite de la sténosphère fond, quelle est donc la péridotite de la lithosphère qui est présente juste sous la croûte? Est-ce qu'il s'agit de la même roche? Est-ce que c'est une roche différente? Eh bien, pour répondre à cela, on va à nouveau s'intéresser à la composition des roches en question. On va comparer ici la composition des roches de la croûte océanique, donc basalte et gabbro, que nous connaissons, à celle de la péridotite de la sténosphère, que nous avons déjà vue, et puis en intégrant ici la composition de la péridotite de la lithosphère océanique. Cette dernière donnée est nouvelle par rapport aux deux autres. Premier constat, basalte et gabbro ont la même composition, cela s'explique par le fait qu'ils proviennent de la même source de magma, à savoir de la péridotite de la sténosphère. Par contre, on peut faire tout de suite un deuxième constat, c'est que la composition des basaltes et gabbro n'est pas tout à fait la même que celle de la péridotite de la sténosphère, et pourtant, cette péridotite en fondant est à l'origine de ces basaltes et gabbro. Alors, quelle en est l'explication? Lors de la fusion partielle de la péridotite de la sténosphère, tous les éléments chimiques n'ont pas le même comportement. Certains, par exemple, vont quitter facilement la péridotite et rejoindre le magma. C'est le cas, par exemple, de l'aluminium, du fer,
du calcium, du sodium et du potassium. Alors si on prend le cas du calcium et de l'aluminium, ces deux éléments sont présents dans certains minéraux de la péridotite, à savoir les feldspaths plagioclases, qui sont quand même toutefois peu nombreux. Lors de la fusion partielle, le calcium et l'aluminium vont quitter les feldspaths plagioclases et se retrouver assez rapidement dans le magma. Ils permettront, lors du refroidissement du magma, la formation de feldspaths plagioclases dans les basaltes et les gabbros, ces minéraux contenant du calcium et de l'aluminium. Et d'ailleurs, on peut observer ces minéraux au microscope polarisant. Prenons le cas du magnésium. Contrairement au précédent, le magnésium, lui, gagne difficilement le magma, ce qui fait qu'on le retrouve assez peu dans les basaltes et les gabbros, en comparaison de ce que l'on peut avoir dans la péridotite de la sténosphère. Alors, comme la péridotite de la sténosphère fond partiellement sous la dorsale, et que tous ces éléments chimiques se comportent différemment à ce moment, ce processus va produire un reste de roche qui n'aura pas fondu, et qui aura été appauvri en éléments chimiques, mais qui auront quitté la roche de départ pour gagner le magma, et ce résidu sera dans le même temps enrichi en éléments qui justement ne seront pas allés dans le magma. Cette péridotite, que l'on qualifie de résiduelle, va alors constituer le manteau de la lithosphère qui est situé sous les roches de la croûte océanique. Elle n'aura pas la même composition que la péridotite de la sténosphère, ce qui va permettre en fait de les distinguer. Alors, quand on regarde ce tableau, se pose une question, c'est comment comprendre qu'un élément qui est présent dans la péridotite de la sténosphère se trouve en plus forte proportion dans les basaltes et les gabbros. C'est ici le cas des éléments alcalins tels que le sodium ou le potassium, mais aussi le calcium ou l'aluminium. Donc comment se fait-il que ces mêmes éléments se retrouvent en proportion plus élevée dans les basaltes et les gabbros que dans la roche de départ? On peut faire aussi l'observation analogue avec un autre élément, le magnésium. Comment se fait-il qu'un élément tel que le magnésium se retrouve en proportion plus importante dans le résidu que dans la roche de départ? Alors, on a cette illustration ici des effets produits par le comportement des éléments chimiques lors de la fusion partielle. Est représenté ici un solide sous la forme de carré, un solide avant fusion partielle. On a identifié dans ce solide deux types d'éléments sous la forme de carrés de couleur. Carré orange, un carré orange, c'est un élément qui rejoint facilement le liquide car il quitte rapidement le solide de départ, et un carré vert qui est un élément au contraire qui ne rejoint que très peu le liquide car il demeure plutôt facilement dans le solide de départ. De manière totalement arbitraire, dans ce solide avant fusion partielle, on a représenté 4 carrés orange sur 16 au total, donc on a une proportion de 25%, et puis on a représenté le reste en carrés verts, c'est-à-dire 12 carrés sur 16, à savoir 75%. Donc avant la fusion partielle, dans ce solide, on a majoritairement des éléments qui vont très peu gagner le magma, et donc qui vont majoritairement rester dans le solide de départ, et un peu moins d'éléments en orange qui, eux, vont gagner facilement de magma. Dans des conditions de pression et de température données, ce solide peut rentrer en fusion partielle. Et on insiste bien sur partielle, pas totale. Donc fusion partielle. Dans cette fusion partielle, on va considérer le fait que les éléments du solide n'ont pas le même comportement. Ici, les éléments en orange, en fait, donc ceux qui vont facilement gagner le liquide issu de la fusion partielle, vont pouvoir former, après refroidissement de ce liquide, vont pouvoir former un nouveau solide qui va être composé, ici, de 75% d'éléments qui ont facilement quitté la roche de départ, et puis d'un petit peu d'éléments verts ici. Dans tout ce qui a fondu, on ne va pas le retrouver après dans le solide qui, lui, ne fond pas. Donc ce fameux résidu solide après la fusion partielle. Et dans ce résidu solide après la fusion partielle, on constate que les proportions en éléments orange, en carré orange et en carré vert ont changé. Par exemple, ici, en carré vert, on a un enrichissement relatif en éléments qui, justement, n'ont pas gagné le magma, et on a un appauvrissement relatif
en éléments qui, eux, ont gagné facilement le magma. Alors si on prend cette illustration et qu'on la met en relation avec le tableau précédent, eh ben on peut dire par exemple que les éléments qui ont quitté préférentiellement la roche de départ pour gagner le magma sont les éléments orange, et les éléments orange sont l'aluminium, le fer, le calcium, le sodium et le potassium. Et puis il y a ces éléments qui justement ne quittent pas facilement la roche de départ, et qui justement vont rester en son sein et ne pas gagner tellement le magma. C'est le cas du magnésium. Alors en bilan, ce que l'on peut dire, c'est que sous les dorsales, les conditions de pression et de température vont permettre la fusion partielle de la péridotite de la sténosphère, ce qui va entraîner la production d'un magma à l'origine des roches de la croûte océanique. Ceci va s'accompagner de la formation d'une péridotite résiduelle qui, elle, va constituer le manteau de la lithosphère. Dans cette illustration, on a résumé un peu tout cela. Au départ, la péridotite, celle de la sténosphère, ici en position 1, va se retrouver plus près de la surface, sous la dorsale. À ce niveau-là, le géotherme de dorsale est supérieur au solidus de cette péridotite, ce qui va donc permettre la fusion partielle. Le liquide magmatique qui va être produit par cette fusion partielle va apparaître en réalité entre les minéraux de la péridotite, comme c'est schématisé ici, et la composition basaltique de ce liquide va permettre, après refroidissement, la formation des basaltes et des gabbros qui ont la même composition chimique, mais qui n'ont pas la même texture, comme on a pu d'ailleurs le voir au microscope polarisant. La péridotite résiduelle, donc celle qui n'a pas fondu, va ensuite se retrouver dans des conditions de pression et de température qui ne permettront plus sa fusion, et elle constituera alors la péridotite du manteau rocheux et rigide de la lithosphère océanique située juste sous la croûte océanique.